Chers étudiants, bienvenue sur cette vidéo. Je suis Samira Bourou, enseignante à la faculté des sciences d'Almaraz, département de physique. Dans cette vidéo, je vais traiter la solution de l'exercice 4 de la série numéro 1 de l'électricité 2 destinée aux étudiants SMP, semestre 3, pardon. Alors, je vais commencer d'abord par lire l'énoncé de l'exercice. Alors, on a soit un segment A1, A2, un segment A1, A2 rectiligne de longueur L finie. Il est parcouru par un courant d'intensité I. Alors, on regarde le schéma. On a le segment A1, A2, parcouru par le courant I. Et bien sûr, on veut chercher les propriétés du champ magnétostatique créé au point M de l'espace défini par la longueur par la distance OM notée D, et aussi il est donné aussi par l'angle alpha 1 et alpha 2, avec alpha 1 c'est l'angle OM A1 et alpha 2 c'est l'angle OM A2. Alors, la première question, c'est étudier les invariances et les symétries qui va nous permettre après de donner les propriétés de ce champ, c'est-à-dire il est lié à quelles coordonnées et aussi c'est quoi son orientation et sa direction. Alors, si on regarde, le type d'invariance, le fil, bien sûr, il est considéré comme un cylindre de petite section, négligeable. Ça veut dire que le système de coordonnées adéquat, c'est les coordonnées cylindriques, puisqu'on a un cylindre. Et bien sûr, c'est le vecteur de base. Pardonnez-moi, je vais retourner à l'énoncé. Vecteur de base, c'est euro, Uθ, UZ. Avec euro, c'est OM. UZ, c'est le vecteur unitaire directeur de segment A1, A2, c'est OZ. Et aussi, le Uθ, c'est bien sûr le vecteur de base perpendiculaire à euro, c'est-à-dire il est perpendiculaire au plan OM et OZ. Alors, le type d'invariance. Alors, on retourne. Le courant, la distribution du courant est invariante. Il est invariante à la rotation autour de l'axe OZ. C'est-à-dire, il ne va pas dépendre de l'angle θ. Il ne va pas dépendre de l'angle θ. Ça veut dire que c'est en général, le B, il est dépend de ρ, de θ et Z. Et puisqu'il est invariant à la rotation, ça veut dire il est invariant à la rotation autour de Z, de l'axe OZ. Ça veut dire que les produits qui est B, et aussi pour le champ potentiel, la même chose, il va dépendre que de ρ et de Z. Maintenant, et aussi, il n'y a pas d'invariance par translation. Ça veut dire puisqu'il est la longueur de segment est finie, ça veut dire on n'a pas un système infini, donc il n'y a pas d'invariance par translation. Maintenant, la symétrie va nous donner l'information sur l'orientation et le sens, l'orientation de B, c'est-à-dire de quel vecteur de base dépend. Alors, la symétrie, si on prend le plan, ce plan-là, qui est bien sûr OM, OZ, ou on peut dire aussi c'est le plan de euro et EZ, ce plan-là, c'est un plan de symétrie pour le I, pour
les causes, la cause de la production du champ magnétique au point N. Donc, puisque c'est un plan de symétrie, B va être perpendiculaire à ce plan de symétrie. Et par conséquent, il va être porté par, le vecteur de base U θ. Donc, par conséquent, B, comme module, il dépend de D et de ρ, avec D bien sûr, de D et de Z, avec D, sont égaux, c'est ρ, c'est D. Et il est dans le sens et aussi dans la direction de Eθ. Ici, on utilise la règle de main droite, les trois doigts de main droite, c'est la même chose. Donc, il est orienté et avec Uθ. Ça, c'est Uθ. Maintenant, pour le calcul de... Ça, c'est la deuxième question. Oui, c'est la deuxième question. La deuxième question était le calcul de déterminer l'induction magnétique B créée par ce fil au point M en fonction de ρ qui était bien sûr, et aussi en fonction de alpha 1, alpha 2 qui définit la position du point M. Donc, on va utiliser cette information d'abord et aussi on a la loi de Biot-Savart pour le calcul d'un champ élémentaire, c'est égal à mu0 sur 4pi i dl. C'est l'élément de longueur du fil qui va créer ce champ élémentaire. Vectoriel Pm avec P, c'est là où se trouve cette longueur dl. Sur Pm à la puissance 3. Donc si on regarde le schéma, on a un élément de longueur dl centré par le point P et va créer au point M un champ élémentaire noté dB qui a cette expression qu'on a définie ici, c'est la loi de Biot-Savart. Alors, le dB, il est perpendiculaire au plan, bien sûr, de dl et de U. Avec U, c'est le vecteur unitaire Pm sur Pm. C'est un vecteur unitaire qui a la même direction de Pm et qui a le même sens que de Bm, et ainsi que dl et c'est dl suivant la direction de Ez. Donc, on va remplacer dl par cette expression-là, et aussi on va remplacer U Pm sur Pm par U. Donc, ce qu'on aura, et sans oublier que le produit vectoriel, donc on a besoin de l'angle qui se trouve entre la direction de dl et la direction de U. L'angle, c'est l'angle qui va être cet angle-là, qui est alpha plus P sur 2. Alpha, elle représente l'angle entre OM et PM. D'accord? C'est l'angle ça. Donc, c'est la même que celle-là. Donc, l'angle qui se trouve entre la direction de DL et PM, c'est P sur 2 plus alpha. Donc, on va remplacer. Donc, dB égale à mu0 sur 4pi i. On n'a rien changé. dl uz vectoriel u. Et bien sûr, le produit vectoriel entre ces deux-là, on va donner, bien sûr, ce sont deux vecteurs unitaires. C'est sinus p sur 2 plus alpha. Et bien sûr, dans la direction de Uθ. Donc, on aura ça. À cette étape-là, on va faire quelques transformations qui vont nous permettre de faire l'intégrale. Donc, pour faire l'intégrale, on a ici le dl, mais on n'a pas d'informations sur dl, mais on va faire des transformations pour qu'on puisse faire une intégration sur un seul paramètre. Un seul paramètre, puisqu'on a ici alpha et dl. Donc, alpha, il va changer avec le dl et aussi la même chose. Donc, on doit faire des changements pour qu'on puisse avoir juste un seul paramètre qui va, sur lequel on va faire l'intégration. Donc,
OP, elle représente le Z. Les deux OP, c'est le DL, bien sûr. Et le DL, c'est DZ, UZ. Donc, tangente alpha, on va faire aussi quelques transformations pour chercher le DZ, puisqu'on a le DZ. Ici, c'est DZ. Donc, on va faire des transformations pour changer. Au lieu de travailler avec DZ, on va travailler avec alpha. Donc, on a tangente alpha, on regarde le schéma. Le tangente alpha, c'est Z sur D. D'accord? Et on a aussi le cos alpha, c'est bien sûr le D sur MP. Alors, donc le tangente alpha, c'est Z sur D. Donc, on va Z égale à D fois tangente alpha. Donc, le DZ, c'est la différentielle de Z, c'est D qui est la distance qui est une constante, fois la dérivée de tangente alpha par rapport à alpha, D alpha. Donc, la dérivée de tangente alpha par rapport à alpha, c'est 1 sur cos alpha au carré, fois D alpha. Et aussi, on a dit que cos alpha égale à D sur M. Donc, dans cette expression-là, le D sur PM, on va la changer pour le cos alpha, c'est-à-dire on va faire des changements. Et on aura, alors après des changements, que ce soit pour le DL qui va être remplacé par ça, et le DZ, il va être remplacé par ça. Donc, ce qui fait le dB égale à mu0 i fois sur 4pi cos alpha sur d, d alpha u θ. Donc, on va intégrer juste sur les alpha et on a la variable c'est alpha. Donc, bien sûr, le z disparaît ici. Donc, le champ magnétique créé par le segment A1, A2, B égale à l'intégrale sur tout le segment. Donc, c'est-à-dire qu'on va, le alpha, il va changer de alpha 1 jusqu'à alpha 2, cos alpha, D alpha. Alors, la primitive de cos alpha, c'est bien sûr sinus alpha. Donc, ce qui fait le B égale à mu0 I sur 4pi D. La différence entre sinus alpha 2 et alpha 1, la direction et le sens de U θ. Donc, maintenant, la question 3, question 3a, on déduire l'expression de B pour un fil rectiligne indéfini ou infini, on peut dire. D'accord? Donc, pour le fil infini, si on regarde le schéma, ça veut dire que on a une infinité dans ce sens et une infinité dans ce sens. Pour l'infini, la valeur, pour qu'on aura un fil infini, il faut que alpha 1 prendre cet angle-là qui est moins p sur 2, moins p sur 2. Et alpha 2 peut avoir bien sûr, le P sur 2. Celle-là, elle va avoir moins P sur 2 et celle-là, P sur 2. Donc, par conséquent, on va juste remplacer dans cette expression-là, sinus de P sur 2, c'est 1 et sinus de moins P sur 2, c'est moins 1. Donc, on aura 1 moins 1, c'est 2. Donc, on simplifie le 2 avec le 4 et on aura bien sûr cette expression qui est mu0 i sur 2pi d fois la direction de uθ. Maintenant, la question B, on déduire cette induction lorsque le point M est situé à la médiatrice du segment, c'est-à-dire aussi on a un cas particulier, c'est-à-dire le alpha 1 égale à moins alpha 2, donc la médiatrice, c'est-à-dire O, le centre, O va être le centre du segment A1, A2.
Donc, par conséquent, on aura bien sûr, le sinus alpha 1, 2 égale à moins sinus alpha 1. Par conséquent, on aura bien sûr cette différence-là. Cette différence-là va être égale à 2 fois sinus alpha 2 ou moins 2 fois sinus alpha 1. Donc, ça, c'est un cas particulier aussi. Alors, la question c'est retrouver le résultat de A, c'est-à-dire on déduire l'expression, c'est-à-dire on va chercher l'expression de B, mais on va pas utiliser le calcul élémentaire, mais on va utiliser l'application du théorème d'Ampère. Donc, avant de faire ça, on va énoncer le théorème d'Ampère, le rappel. Alors, la circulation de B autour d'un contour C fermé, s'appuyant sur une surface, appuyant sur une surface S, bien sûr, égale à mu 0 et enlacé de cette surface égale bien sûr à plus ou moins mu 0 sigma de tous les courants qui traversent cette surface. Alors, donc pour faire ce calcul, il faut passer par 3 étapes. La première étape, c'est faire une étude d'invariance et la symétrie qu'on a fait déjà. Bien sûr, l'invariance, ça va nous permettre de chercher de quelles coordonnées il dépend le champ. Et la symétrie, ça va nous permettre de donner l'orientation et le sens de B. Alors, on va choisir, après, la deuxième étape, c'est choisir le contour d'Ampère, passant par le point M, ce contour qui va être fermé, et au tout point M, bien sûr, euh, le DL comme, bien sûr, un vecteur de déplacement, et doit être parallèle à B pour faciliter la tâche de calcul de produit scalaire. Et la troisième étape, c'est calculer la circulation de B et les courants enlacés, bien sûr. Alors, maintenant, le choix de contour d'Ampère. Le contour d'Ampère est un parcours qui est bien sûr fermé, pour lequel le vecteur déplacement, dl, est partout, soit il est parallèle, soit perpendiculaire au champ B. Bien sûr, de norme, ce B, il a la norme qui est constante. Alors, l'étude d'invariance, on l'a déjà fait. Dans le cas, bien sûr, d'un fil infini, on va ajouter qu'on a l'invariance du courant par translation et par conséquent, le B, il va dépendre il va dépendre que de ρ, c'est-à-dire la distance D qui est au M. Et la symétrie nous a donné que il est dans le sens et la direction de UZ. Alors, le choix de contour fermé, c'est on choisit un contour fermé et orienté pour lequel le vecteur déplacement, il est toujours parallèle à B, en deux points de la longueur de parcours fermé. Alors, pour nous, dans ce cas-là, donc le B, il est toujours dans la direction de U θ. Donc, U θ, donc à chaque fois on tourne, donc on aura un cercle. Donc, le contour le contour d'Ampère, c'est un cercle de rayon D et bien sûr de rayon B et bien sûr le B est toujours qui passe par le point M. Et le courant enlacé, c'est-à-dire qui passe par la surface qui appuie, appuyant sur le contour C. Et sans oublier que le sens du courant, il a le même sens de L. Donc, on a le signe plus. Donc, la circulation de B à travers ce contour-là. Ici, on a enlevé les vecteurs parce qu'on a le produit scalaire de deux vecteurs qui ont la même direction, le même sens.
Et bien sûr, on va intégrer deux zéros. Donc, on va faire un tour, c'est la longueur de 0 jusqu'à ce périmètre. Le périmètre, c'est bien sûr 2p fois le rayon. 2p fois le rayon. Le rayon, c'est le ρ. C'est égal à d. D'accord? Sont égaux. Alors, euh, voilà. Donc, on aura de 0 à 2 pi rho. Puisque le P ne dépend pas de rotation, donc on fait sortir le P-ρ fois le périmètre, c'est fois 2 pi rho. Égal, bien sûr, à mesure, c'est bien sûr mesure dans l'expression d'ampère, fois I, bien sûr, le courant enlacé avec un signe plus, parce que là, on a le sens d'orientation de la surface et le même sens de courant. Par conséquent, donc, on aura le B égale à mu 0 I sur 2 pi D mu 0 fois la direction U θ avec bien sûr ρ c'est D. Alors maintenant, la question suivante. La question suivante, c'est la question déterminer, c'est la question D. Déterminer le potentiel vecteur A, bien sûr, il est noté A, créé par un courant rectiligne indéfini, c'est-à-dire on a créé par un courant qui se trouve sur un fil rectiligne infini d'intensité I. Donc le potentiel vecteur, bien sûr, et là, il les a avec le vecteur champ magnétique. Et bien sûr, on a la même chose qu'on a vu pour le B, on peut le dire pour le A, parce que les causes pour nous, c'est le courant qui va produire un champ magnétique, il va produire bien sûr un potentiel vecteur. Donc, la distribution du courant est invariante par translation, puisqu'on a infini, et par rotation. Donc, on ne va pas dépendre ni de θ, ni de z. Donc, on ne va pas dépendre ni de θ parce qu'on a une invariance par rotation, une invariance par translation parce qu'on a le cas particulier d'un fil infini. Par conséquent, le A, le potentiel vecteur, il va dépendre juste de ρ. Ça, c'est pour les coordonnées. Maintenant, pour l'orientation, on va faire une étude de symétrie. Ici, qui va nous donner l'information, c'est le champ d'antisymétrie. On va chercher, pardon, le plan d'antisymétrie. On va chercher un plan d'antisymétrie. On regarde un schéma. Donc, on a le plan U, ρ, U, θ. C'est un plan d'antisymétrie. Si on prend, bien sûr, deux points P et P', alors on a le TL de point P' égale à moins la symétrie de I de DL du point P. Donc, on a une antisymétrie entre les deux points P et P'. Donc, ce plan-là, c'est un plan d'antisymétrie. Et par conséquent, le potentiel, pardon, vecteur, il va être perpendiculaire à ce plan d'antisymétrie et par conséquent, il va être porté par le vecteur de base UZ. Alors maintenant, on a donné juste de quel type de coordonnées dépend ce potentiel vecteur et dans quelle direction. Maintenant, on va faire un petit calcul de A. Donc, on va utiliser cette relation que le champ magnétique est égal à rotationnel de A. Donc, le rotationnel de A, c'est le Laplacien vectoriel A. L'expression en coordonnées cylindriques de Laplacien, U rho, la dérivée par rapport à rho, plus 1 sur rho, la dérivée par rapport à θ dans la direction de Uθ, et on a la dérivée par rapport à Z dans la direction de UZ. Alors, le rotationnel, donc cette expression de A, pardon, c'est cette expression vectorielle A. Vectorielle A, c'est qui est A UZ, c'est le module de potentiel fois
UZ. Si on regarde, donc, puisque le A, il dépend que de ρ, donc la seule qu'on va conserver, c'est ce terme-là pour le Laplacien. Puisqu'on a la dérivée par rapport à θ, ça il ne dépend pas de θ, donc c'est 0. Ça, celui-là, il ne dépend pas de z, c'est 0. Donc il nous reste juste celui-là. Et donc le rotationnel de A va nous donner, dans la direction de euro, c'est la dérivée de A vectoriel, de A par vectoriel UZ. Donc euro vectoriel UZ, ça donne moins Uθ et bien sûr sans oublier la dérivée de A par rapport à ρ. Donc et on va continuer les calculs. Donc le B égale à B qui dépend de ρ, Uθ, égale à moins la dérivée de A par rapport à ρ dans la direction de Uθ. Donc on a Uθ, on va simplifier. Donc on va séparer les variables. Là, on cherche le A, donc le différentiel de A égale à moins B, la différentielle par rapport à ρ. Donc on va intégrer pour chercher le A, intégrer B, et sans oublier qu'on a l'expression de B qui est mu 0 et sur 2P fois ρ. Donc on va conserver juste l'expression qu'on a qui dépend de ρ, 1 sur ρ. Donc on intègre sur ceci, on aura bien sûr log newtonien de ρ plus une constante. On sait bien sûr que le potentiel il dépend euh, de la référence d'étude, donc qui est bien sûr une constante. D'accord? Donc ce qui fait ça, c'est une constante. On aura si je crois que alors c'est l'angle népérien de ρ moins l'angle népérien des constantes. Donc c'est l'angle népérien de cette différence-là. Donc ça c'est juste des calculs. Ça donc égal à moins mu 0 i sur 2pi l'angle népérien de ρ sur ρ 0. Ça c'est une référence pour le potentiel vecteur. Bien sûr pour la position M. Alors, la dernière question, déterminer la force de Laplace qui s'exerce entre deux fils du courant rectiligne indéfini, parallèles et parcourus par des courants d'intensité I1 et I2 dans le même sens. On a I1 et I2 dans le même sens. D'accord? Donc, on va retourner à l'expression. On a bien sûr le courant I1, I2, il va créer un champ magnétique B2 et le courant I2, I1, il va créer un champ magnétique B1. Et bien sûr B2, avec la présence de I1, bien sûr, il va exercer une force de Laplace. On va noter F 2 sur 1. 2 sur 1 et la deuxième force c'est F de 1 sur 2. Donc on va utiliser un système cartésien pour faciliter la tâche ici. Donc le B2 il est dans la direction et le sens de EX et le B1 il est de sens opposé, c'est-à-dire qu'il a la même direction de EX mais de sens opposé. Donc, la force exercée pour un élément de courant I1 dL1 égale, bien sûr, cette force élémentaire, c'est I1 dL1 vectoriel B2. Sans oublier que B2, on l'a déjà calculé. Donc, dF2 sur 1. Donc, on va remplacer B2 par son expression. Et on aura, bien sûr, un produit vectoriel entre le EZ et le EX. Le EZ qui est bien sûr c'est le DL, le DL1, celui-là, égal à DL1
dans la direction de EZ. Donc, EZ vectoriel UX, ça donne EY. Donc, bien sûr, ça, ce sont des facteurs. Donc, après, on va calculer, on va intégrer sur DL1, de la longueur de fil qui est notée L1. Donc, on aura cette expression de force de Laplace F2 sur 1. C'est la longueur, l'intensité 1, l'intensité 2 fois mu 0 sur 2pi d, la distance entre les deux fils. La même chose, on peut la faire pour le deuxième fil. Donc, bien sûr, ils auront deux sens opposés. Toujours les forces dans ce cas-là sont des forces opposées. Mais ils sont attractifs. On regarde le schéma. Donc, F 2 sur 1, il est dans ce sens, et l'autre dans l'autre sens. Ce sont deux forces attractives. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si on a deux fils avec bien sûr deux courants, deux fils avec deux courants de sens opposés, on aura deux forces répulsives. La même chose, vous pouvez faire un petit calcul aussi dans ce cas-là. Pour s'entraîner, vous aurez que F2 sur 1 égale à moins toujours F1 sur 2, mais sont deux forces répulsives. Merci. Essayez de refaire les calculs. Refaire et refaire les calculs.